#TDAH. Ce trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité est défini par des symptômes d'inattention associés ou non à des symptômes d'hyperactivité motrice et d'impulsivité. #TDAH, le podcast des dispersés hyperactifs qui parlent de leur singularité. #TDAH. Classé dans les troubles du neurodéveloppement, ce handicap est souvent caricaturé comme un manque de volonté, une simple hyperactivité, une petite difficulté d'attention. Cette différence invisible est beaucoup plus nuancée. Elle a des conséquences tant dans la sphère professionnelle que la sphère personnelle. Diagnostiqué sur le tard, on parle souvent d'une claque. Celle de mettre en mots un décalage de parfois plusieurs décennies. Puis vient le temps de l'observation et de la prise de conscience. Des outils sont mis en place pour tenter d'apprivoiser, voire de dompter la structure de son fonctionnement. Et puis il y a le quotidien puissant, intense, émotif, sensible. Ça déborde de vie, ça passe du rire aux larmes. Et c'est aussi des situations burlesques. L'autodérision est ici un chemin pour s'accepter et transformer cette singularité en force. C'est ce que j'ai à cœur de vous proposer avec mes invités. Belle écoute. Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de #TDAH, j'accueille Mathieu. Mathieu qui a été diagnostiqué à 56 ans et qui en a aujourd'hui 58. Mathieu, la première question que j'avais envie de te poser, c'est comment t'en es arrivé à te dire je vais essayer un diagnostic? Quel a été ton chemin vers le diagnostic? Alors, j'ai pas vraiment fait de chemin vers le diagnostic. En fait, je suis allé voir une psy pour gérer des problèmes récurrents d'anxiété, voire de dépression. Et puis, au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure qu'on avançait, c'est elle qui a soulevé la potentialité d'un TDAH quand je lui racontais mon parcours. Et c'est elle qui m'a proposé de faire le diagnostic en pensant que c'était quelque chose qui, euh, qui devait me concerner. Et en fait, elle revenait d'une formation sur le sujet. Elle avait déjà été formée plusieurs fois. Et elle m'a dit qu'à chaque fois que l'intervenant, le formateur lui parlait de quelque chose, elle pensait à ce que je lui avais raconté pendant une de nos séances. Et voilà. Et donc, on a fait les questionnaires, tout le diagnostic. Et donc, en fait, c'est plutôt le hasard, s'il existe, qui m'a amené vers ce diagnostic. Comment tu as vécu déjà de passer les tests? Quand elle a amené l'hypothèse de te faire passer les tests, comment t'as reçu ça? Alors, j'ai reçu ça plutôt positivement dans la mesure où en fait, en gros, j'ai à peu près toutes les comorbidités du TDAH depuis des décennies et personne n'avait jamais relié tout ça, personne n'avait jamais relié les points, en fait. Et l'idée d'avoir éventuellement une réponse, enfin, à tout ça, c'était plutôt déjà un soulagement avant même d'avoir la réponse. Donc, j'étais plutôt content qu'il y ait une piste sérieuse qui soit évoquée. Et puis, j'ai fait le lien tout de suite avec mon fils, qui a un TDAH, qui avait été diagnostiqué quelques années auparavant, mais, puisqu'on sait qu'effectivement, il y a une histoire de génétique souvent, mais c'est un petit garçon qu'on avait adopté. Donc, il y a pas d'histoire de génétique dans son TDAH. Mais quand elle m'a parlé de ça et qu'elle m'en a parlé, en fait, d'un seul coup, je me suis dit, mais bien sûr, je voyais mon fils depuis quelques années se débattre avec tout ce qu'on peut imaginer sur le TDAH. Et en fait, moi, j'avais traduit ça de façon assez simpliste en me disant, mais en fait, il a chopé tous mes défauts. Je le voyais procrastiner, je le voyais s'engager sur des trucs, pas les tenir, je le voyais laisser un bordel sans nom une fois qu'il avait fait de la cuisine Enfin, je le voyais et je me disais, et j'en parlais même à ma femme, je disais, mais en fait, il a chopé tous mes défauts par mimétisme, voilà. Et puis, du jour où le médecin m'en a parlé, je me suis dit, mais en fait, bah, bien sûr, c'est le TDAH, quoi. Donc, en fait, même quand on a commencé le diagnostic, je me suis dit, mais c'était évident, quoi. Voilà. Oui, c'est devenu une évidence Ah finalement. bah oui, oui. Et alors j'en ai pas jamais entendu parler parce que j'en avais entendu parler pour mon fils, mais je m'étais absolument pas dit que ça me concernait en fait. Mais à partir du moment où elle en a parlé, ouais, c'est devenu une évidence. Tu as parlé des troubles qui bien souvent dans le TDAH, un trouble peut en cacher un autre. Ouais. C'est ce qu'on entend souvent.
Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de troubles, de comorbidité que tu pouvais traverser? Ouais. Alors moi, je vis depuis tout petit avec beaucoup d'anxiété, donc des syndromes anxieux. Voilà, on a toujours mis ça, on a mis ça sur le dos du stress des études d'abord, puis du boulot, puis voilà. Mais en fait, je suis quelqu'un de très anxieux naturellement et pour tout un tas de choses, même parfois inconsciemment, je ressens de l'anxiété sans savoir vraiment d'où ça vient. En fait, ça a commencé vraiment les comorbidités vers 98, je crois. Je crois que c'était l'année de la Coupe du Monde de foot, où j'ai été soigné pour une dépression. Enfin, un burn-out, à l'époque, on n'en parlait pas trop, mais il y a un matin, j'ai pas pu aller au bureau, quoi. Donc, c'était voilà. Et là, j'ai mis le doigt dans une série dans un engrenage de consultations pour ces histoires de dépression. J'ai été diagnostiqué sur de l'apnée du sommeil, sur du syndrome des jambes sans repos. J'avais depuis très très longtemps des comportements compulsifs pour tout un tas de choses. Alors la nourriture, l'alcool, les achats, enfin voilà, il y avait un certain nombre de, de compulsions. Et en fait, vu de l'extérieur, et moi, je m'en étais moi-même persuadé, en fait, on disait que j'étais quelqu'un d'excessif. En fait, j'étais jamais entre deux eaux, quoi. J'étais soit tout, soit rien. Mm. Mais bon, comme je connaissais pas du tout le TDAH à l'époque, voilà, on mettait ça sur le dos d'un caractère et d'un comportement excessif, voilà, quelqu'un qui vivait des excès. Mais avec le recul, une fois le diagnostic établi, et puis un peu plus d'informations sur le sujet, j'ai bouquiné, j'ai écouté des podcasts comme le tien, enfin voilà, j'ai regardé des vidéos et chaque fois que je lisais un témoignage ou que je voyais le témoignage d'un quelqu'un qui avait été diagnostiqué, j'avais l'impression qu'on parlait de ma vie, quoi. Donc toutes ces choses qui étaient les défauts que je voyais chez mon fils ou ses comportements excessifs ou cette anxiété que voilà, j'avais mis sur le compte de, je savais pas trop sur quel compte mettre ça d'ailleurs. D'un seul coup, tout est apparu comme enfin, d'une clarté et d'une évidence absolue et ça a été un gros soulagement. La première action, ça a été un gros soulagement. Ouais. Tu parles de l'excès. Mmh. J'ai envie qu'on aille dans cette direction, Mmh. d'aller dans l'excès. Moi, j'ai souvent entendu, peut-être que ça va te parler, que j'étais pas dans la nuance. En tout cas, qu'on n'était Ah, pas des gens dans la nuance, que c'était soit quand on expérimentait une situation, on allait jusqu'au bout de la situation de façon assez extrême, comme si on allait jusqu'à la limite. Et à l'inverse, si ça ne nous convient pas, on va dans l'extrême limite. Donc dans nos vies, ça fait des phases à 180 degrés qui peuvent être épuisantes. Est-ce que ça te parle? ah oui, oui, c'est complètement ça. C'est-à-dire que, alors, comme beaucoup de personnes avec un TDAH, je me passionne pendant 15 jours ou 3 semaines ou 6 mois ou un an pour quelque chose que je laisse tomber du jour au lendemain parce que je découvre autre chose. Ça, c'est pour le bon côté. Mais effectivement, moi, alors, je sais pas, par exemple, c'est facile de boire, par exemple, quand tu es en école de commerce ou avec des potes. Enfin, il y a toujours des apéros, il y a toujours des anniversaires, etc. Et je n'ai jamais su m'arrêter. En tout cas, quand j'étais dans ces moments-là, je pouvais boire. J'avais là, je sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais je supportais très bien l'alcool. Donc, je pouvais m'enfiler des quantités assez importantes d'alcool et je ne savais absolument pas m'arrêter. C'est-à-dire que le dernier verre, je ne le connais pas, quoi. Il y en avait toujours un autre. Et ça, c'est pareil pour beaucoup de choses. Je ne sais pas m'arrêter quand je mange et que j'aime bien ça. Et en même temps, à côté de ça, je pouvais aussi ne pas sortir pendant 6 mois. Mais quand je sortais pas pendant 6 mois, je ne sortais pas, quoi. Je ne voyais personne. Euh, mais quand je sortais, oui, je pouvais sortir tous les soirs de la semaine, aller bosser le lendemain, ça ne me posait pas de soucis. Voilà. Et puis après, pendant 3 semaines, je restais chez moi. Et alors là, j'avais d'autres obsessions. Je m'enfilais, par exemple, je sais pas, un polar ou un polar tous les jours, quoi. C'est-à-dire, je lisais un livre par 24 heures. Et chez moi, dans mon canapé, mon lit, mon fauteuil, et j'enchaînais les pages de façon aussi compulsive que je pouvais avaler des verres avant. Donc oui, oui, c'est complètement ça. Quand j'étais petit, je faisais du ski. Le seul truc qui m'intéressait, c'était d'aller en bas le plus vite possible, en faisant le moins de virages possible. Enfin voilà, dès que j'essayais quelque chose, j'étais tout de suite dans la recherche des limites. Et même avec les gens, en fait, je crois que euh, je, je pouvais me passionner très rapidement pour quelqu'un et m'enflammer et puis me désintéresser aussi vite fait une fois que enfin, voilà, une fois que j'avais assouvi je ne sais pas quoi. Dans la provocation aussi peut-être, j'étais quelqu'un
d'assez d'assez provocateur. Alors, j'étais très insolent quand j'étais petit en classe. Alors j'avais de la chance, j'avais des notes à peu près correctes, mais j'essayais toujours de tester les limites. Oui, alors avec les mots, par exemple, voir jusqu'où je pouvais aller avec un prof, avec un copain, avec mes parents. Donc cette histoire de limite, oui, oui, je connais très très bien. C'est un peu l'histoire de ma vie et c'est absolument épuisant. Oui. La fatigue, c'est vraiment, je crois que le mot que j'associerais le plus au TDAH, au-delà de tout le reste, les excès, les comorbidités, tout, c'est qu'en fait, je vis dans un état de fatigue permanente depuis aussi loin que je me souvienne, quoi. À quoi t'attribues ce besoin d'aller tester les limites? Au besoin d'intensité? Au besoin de te sentir vivant en allant tester la limite? Oui, voilà, enfin, je dirais oui, comme ça, spontanément. Oui, alors, oui, j'y vois deux choses. Je vois effectivement le besoin de se sentir vivant. Et puis aussi parce que je crois que le TDAH, alors sans le savoir, m'avait amené à composer des rôles, à jouer des personnages avec les gens, à essayer de paraître le bon fils, le bon élève, le bon camarade. Je me souviens que depuis tout petit, j'avais en tête de essayer de pas de faire de peine à mes parents, donc quand je faisais des conneries, je les faisais à côté, en cachette. Et pareil avec mes copains, enfin, j'essayais de pas blesser les gens. Et puis j'avais en même temps ce côté, il faut que j'en dise le moins possible sur mes états d'âme, parce que c'est tellement le truc. Enfin, dans ma tête, je pense à des trucs parfois tellement étranges où j'ai l'impression qu'on ne peut pas dire à des gens, quoi, quand on rencontre quelqu'un et que pas trivial, mais enfin, je sais pas, je vais rencontrer quelqu'un, je vais me dire, ah là, ce mec-là, je vais m'entendre avec lui, c'est génial. Et donc là, je peux être très excessif aussi, très envahissant et parler, poser des questions. Et puis, il y a des gens qui vont me présenter et je sens que ça va pas le faire. Et, et voilà. Donc, en fait, j'ai essayé, je pense, de compenser et de réguler ma vie sociale en intériorisant plein de choses et en essayant de faire ce que je voyais à côté de moi, c'est-à-dire de me comporter de façon. Alors là, en plus, j'ai une éducation relativement, on va dire, classique en termes de politesse, de on fait pas ci, on fait pas ça, etc. Donc voilà, j'essaie de reproduire des schémas et des modèles. Et donc, je pense que le fait d'aller chercher de l'adrénaline ou de l'ivresse c'était une façon de lâcher, enfin d'ouvrir la soupape un peu parce que tout le reste, ça demande beaucoup d'énergie, de faire semblant, de réfléchir à ce qu'on doit dire, à ce qu'on doit faire. Et voilà, et pendant une soirée où on peut picoler sans trop que ça se remarque, bah, ça permet de lâcher prise. Quand on est sur des skis ou je sais pas quoi, ou sur un vélo ou en voiture et qu'on va vite, bah, c'est pareil, il y a une forme d'adrénaline qui fait du bien. Et comme tu disais, ouais, on se sent vivant, quoi. On se sent vivant alors qu'une grande partie du temps, on se sent, alors pas mort non plus, mais enfin, on se sent qu'à moitié vivant parce qu'on fait semblant, quoi. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Oui, moi, ce qui me parle dans ce que tu dis, c'est, en tout cas, c'est ce que j'ai mesuré. Et tu vois, je suis à 6 mois du diagnostic, mais moi, j'ai mesuré que j'avais intégré des masques et que ça faisait désormais tellement partie de moi que j'avais du mal à prendre conscience que, tu vois, je pouvais être dans un rôle ou dans une stratégie pour être acceptée dans un groupe. Puisque moi, la question qui m'a animée jusqu'à ce diagnostic, finalement, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je sois, qu'est-ce qu'il faut que je dise pour être acceptée, sous-entendu plus loin, être aimée. Et ça me parle tout à fait ce que tu dis dans le sens où les masques ont été tellement intégrés que finalement t'es ni mort ni vivant, mais c'est plat. Et il y a beaucoup de retenue. Ça me parle énormément ce que tu dis sur le fait qu'on intériorise et qu'on dissimule presque Ouais. ce qu'on peut Ah penser ouais, on dissimule, bien sûr. Ouais. parce que on se dit mais ça est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux le dire à ce moment-là? Quand je rencontre quelqu'un, homme ou femme, est-ce que je peux lui partager déjà l'intensité de ce que je ressens sans conséquence Mm. de m'exposer ou d'être complètement à côté de la plaque par rapport à ce que l'autre peut vivre dans la relation? J'espère que ça parlera à nos auditeurs ce contraste entre le fait d'intérioriser, de se cacher pour être accepté, et en même temps ce besoin d'intensité qu'on ne peut pas partager avec tout le monde, de façon de proposer, enfin d'offrir cette intensité-là dans la relation avec les autres. Ça te parle? Ouais, complètement, ouais, bien sûr. Moi, alors, j'ai jamais eu, alors j'ai toujours eu effectivement enfin, j'ai à la fois jamais vraiment eu de problème de relations sociales, c'est-à-dire que je suis tout à fait capable de m'intégrer, de me comporter avec des gens.
de façon tout à fait civilisée, même si je me lasse. Alors je dis ça sans aucune prétention, hein, c'est un truc, voilà, je me lasse très vite des situations, des conversations, voilà, je suis dans une conversation. Si on n'est pas sur un sujet qui vraiment me passionne, je vais me lever toutes les 5 minutes, je vais aller chercher un truc dans la cuisine, je vais aller aux toilettes, je vais regarder mon téléphone, je vais aller faire un tour. Enfin, Tu je suis fuis. complètement inadapté. Oui, oui, je fuis parce que je fuis parce que je m'ennuie, parce que voilà. Alors, j'arrive à faire semblant parfois, mais ça dure jamais très très longtemps, quoi. Donc ouais, ce côté masque, et même avec des gens dont j'ai été très proche, des amis, etc. Il me faut vraiment du temps pour aller me confier sur des choses très 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 profondes, quoi. Il y a très peu de personnes qui me connaissent vraiment tel que je suis, quoi. Alors il y en a qui ont une idée plus ou moins complète du sujet, mais pas complètement. Et il y en a beaucoup qui restent à ce que je montre ou à ce que voilà. Mais ils peuvent pas savoir parfois. Enfin, il y a des gens, voilà, quand j'ai fait ma première dépression et que après 6 mois ou un an sans voir personne, mais vraiment personne, j'ai refait le tour de mes potes et des gens que je voyais régulièrement avant et que j'ai décidé de leur raconter ce qui s'était passé. 9 sur 10 sont tombés des nues, quoi, parce qu'ils disaient, mais pas toi, t'as toujours eu l'impression de tout maîtriser, d'être zen, tout passait sur toi, t'étais là pour nous écouter, rien ne semblait jamais vraiment t'affecter, et en même temps, je peux pas leur en vouloir, parce que de toute façon, effectivement, c'était le visage que je montrais, parce que ça me paraissait, alors, ça me fatiguait, je m'en suis aperçu après, mais ça me paraissait quand même plus simple que de te dire ce que j'avais en tête ou de faire ce qui me passait par la tête, quoi. Ça me paraissait quand même être la meilleure solution, enfin, en tout cas au moment où c'était. Petit à petit, quand même, en vieillissant, je me suis un peu ouvert et j'ai lâché des choses comme ça, notamment avec des gens avec qui j'étais proche, parce que je pense que je m'apercevais aussi que c'était vraiment épuisant, quoi, d'être en permanence comme ça dans l'acting, de jouer un rôle. Alors il y avait le rôle du bon fils, il y avait le rôle du bon copain, il y avait le rôle du bon employé, il y avait le rôle du bon patient chez le médecin, mais c'était pour tout, quoi. D'abord, je l'ai payé quand même par des épisodes quand même pas toujours très très drôles d'un point de vue santé mentale. Je l'ai payé par des addictions, par des comportements, des troubles alimentaires. Voilà, j'ai aussi et compensé cette fatigue et cette anxiété. Mais ouais, depuis tout petit, j'avais l'impression en fait je sais pas si ça vous parlera, mais qu'il fallait surtout pas trop en dire et pas trop en donner aux gens, de peur que ça se retourne contre moi, quoi. Enfin que voilà, qu'ils allaient l'utiliser d'une façon ou d'une autre. Et j'étais toujours sur mes gardes en fait. À la façon dont tu le formules, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je peux déjà quand je rencontre quelqu'un au début, ou même des amis proches, tu vois, ça questionne pour moi toujours encore la relation, mais je vais préparer, visualiser avant ce que je vais dire, tu vois. C'est comme si finalement je répétais le rôle, en fait. Et je me suis aperçue qu'à la suite à ces interactions, qui pour moi sont souvent en binôme parce que j'ai besoin d'un temps privilégié pour être pleinement disponible. Sinon, en groupe, il y a trop de stimuli, d'analyse, ça part dans tous les sens, c'est pas possible, c'est épuisant. Mais après, les échanges, quand ils ont été à cœur ouvert, tu vois, sur les 10% que j'arrive à dire, sur les 100% que je ressens, il y a toujours un moment où je me dis, en fait, j'en ai trop dit. Et Mmh. effectivement, ça pourra être utilisé contre moi. C'est vraiment, quand tu le dis, ça fait vraiment écho en moi. Et c'est une sorte d'hypervigilance sur la complexité de ce qui nous traverse, comme si ça pouvait être un danger qui se C'est ça, retournerait contre nous. Mm. absolument. Ouais. Ouais, et avec, alors, c'est vrai que c'est limite de la parano, hein, mais dans certains cas, par exemple, je l'ai pu le tester en entreprise. Dans certains cas, dans certaines situations et avec certaines personnes, il vaut mieux quand même pas trop en dire, quoi, parce que ça peut se retourner concrètement contre soi à un moment ou un autre dans l'espèce de grande comédie qui est la relation intra-entreprise. Voilà, donc c'est vrai que c'est aussi parfois t'es hyper vigilant, parfois tu te demandes pourquoi, mais en même temps tu le sais aussi. Et puis t'as aussi je sais pas, des amis qui peuvent te trahir ou des gens à qui t'as dit des choses qui vont aller les répéter alors que c'était pas prévu. Enfin, donc ouais, moi j'ai toujours été hyper méfiant et comme toi, ça, quand je devais voir quelqu'un, je répétais des trucs dans ma tête en me disant on va parler de ça, on va parler de ça, ça faut surtout pas que je dérape là-dessus. Enfin, ouais, C'est épuisant.
Ah ouais, c'est épuisant. Ouais. Hashtag TDH. Justement, tu parlais du travail. Est-ce que tu pourrais parler de comment toi tu as vécu ton parcours professionnel? Est-ce que le TDAH, tu as trouvé que c'était plutôt handicapant ou ça a été une force dans le travail? Alors, je relis mon parcours maintenant avec le diagnostic que je sais de ce trouble. J'ai rapidement, enfin, à l'époque, ça vient aussi de ça, hein, du fait que j'essayais de me conforter, me comporter comme on l'attendait, ou de me conforter à des rôles qu'on attendait. Donc, je faisais pas de bruit. Alors, j'ai eu la chance, c'est un des rares trucs que j'ai pas eu avec le TDAH, de ne pas avoir de trouble d'apprentissage. Donc, à l'école, voilà, j'ai pas eu de problème de dysorthographie, d'attention, etc. Enfin, voilà, j'étais clairement nettement meilleur dans les matières qui m'intéressaient que dans celles qui m'intéressaient pas. C'était un peu le grand écart dans les notes. Je me suis retrouvé une école de commerce sans vraiment trop le chercher. C'était pas non plus, c'était pas HEC, hein, c'était une école de province. Parce que mes parents m'ont foutu dans cette voie-là, je savais pas ce que je voulais faire. C'était normal puisque je m'étais jamais vraiment écouté et que je refoulais toute pulsion, toute envie. Pour essayer de me comporter comme on l'attendait. Assez rapidement, en école de commerce, j'ai quand même vu qu'il y avait tout un tas de trucs qui m'intéressaient, mais pas du tout, du tout, du tout. Et je me suis retrouvé donc à plutôt m'orienter vers ce qui était comme un marketing et plutôt même communication, voire publicité. Et je savais pas à l'époque en fait que j'étais créatif. Enfin, j'avais jamais testé, j'avais jamais eu de velléité à part l'écriture. J'écrivais depuis pas mal de temps, mais et dans mon coin évidemment. Et puis quand j'ai commencé à travailler dans la pub, dans les agences, là encore, alors j'aurais su que j'avais un TDAH, ça serait probablement passé différemment, mais j'ai fait ce qu'on attendait de moi après l'école de commerce. Je me suis occupé j'ai eu un rôle de commercial quoi en agence. Alors qu'en fait, ce qui m'intéressait depuis le début là-dedans, c'était le côté créatif. Et ça, en fait, je m'en suis aperçu au fur et à mesure des expériences, où je voyais que ça, enfin voilà, il y a des trucs que je savais pas faire, que j'avais pas envie de faire, que gérer des clients, voilà, ça m'a occasionné d'autres burn-out, d'autres soucis, des problèmes aussi avec mes patrons parce qu'il y a des choses que je faisais pas bien, parce que j'avais pas envie de les faire. Je voyais ce qu'il fallait faire, si tu veux, mais ça me demandait trop d'efforts, quoi. Donc, j'y arrivais 15 jours, mais pas 6 mois, pas un an. Et puis petit à petit, je l'ai dérivé, et puis j'ai fini par quitter les agences et par m'installer en freelance et par assumer ce côté créatif. Donc, je suis devenu concepteur rédacteur freelance. Et en fait, quand j'ai commencé ce travail-là, je me suis dit, mais c'est ça que j'aurais dû faire depuis longtemps. Alors, c'était avant le diagnostic, tout ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait le chemin aussi vers mon propre moi avant ce diagnostic. J'ai ouvert un blog, j'ai commencé à écrire sur la musique, j'ai commencé à faire de la photo alors que je n'avais jamais fait de ma vie. Enfin, voilà. D'un seul coup, il y a eu comme une espèce de génération spontanée d'envies qui sont sorties de moi. Je trouve que voilà, et je trouve que j'avais atteint les limites de mon système, de me cacher, de faire ce qu'on attendait de moi. Peut-être pas si par hasard que ça correspond à un moment où j'étais parti quelques années à Nantes avec ma femme. Je suis revenu à Paris, mon père est décédé, et à partir de là, voilà. Donc, je pense que c'est pas complètement non plus une coïncidence, mais c'est comme si le décès de papa aussi, d'un seul coup, ça avait réouvert. Alors peut-être aussi que je me suis permis des choses, je sais pas. J'étais peut-être trop coincé par rapport à ça, en pensant qu'il attendait des trucs, je sais pas. En tout cas, à partir de ce moment-là, donc c'était il y a une quinzaine d'années, j'ai essayé plein de trucs, l'écriture, la photo, et dans le travail aussi. Du coup, je suis devenu vraiment créatif dans la communication, et c'était clairement ce que je savais faire et ce que j'avais envie de faire, quoi. Donc ça, à la fois, je m'en suis pas trop aperçu pendant longtemps, mais c'était quand même une forme de handicap. Il a fallu que je compense tous les trucs que je savais pas faire. Et en même temps, c'est une force parce que pendant des années, j'avais des idées, je pensais à des trucs, je savais pas d'où ça venait, quoi. Enfin, puisque normalement, c'était pas mon rôle dans les agences, c'était pas à moi de faire ça. Il y avait des gens qui étaient payés pour ça. Et, euh, et maintenant que je le fais et que je suis payé pour ça, je trouve ça génial parce que d'un point de vue créatif, j'ai des idées qui me viennent. Avant, je savais pas. Maintenant, je sais pourquoi. Parce que la pensée divergente, parce que les associations d'idées, parce que c'est des choses. Ça fait depuis tout petit. Dans ma tête, j'ai des mots qui se forment, j'ai des idées qui s'agglomèrent, etc. Pendant longtemps, j'ai pas su quoi en faire, quoi. Et alors, dans le boulot, j'avais quand même. Quand on faisait des brainstorming, ça me permettait de placer mes idées, parce qu'on était dans le collectif et on était là pour ça. Donc voilà, ça tombait bien. Et maintenant, c'est mon job
Et c'est super. Et pour ça, il y a des trucs que je ferais certainement pas si j'avais pas un TDAH, quoi. Et le fait de le savoir maintenant d'où ça vient, c'est aussi une vraie force parce qu'avant, voilà, parfois presque je retenais les trucs où je me dis ouais, mais j'ai cette idée qui vient, mais je vais pas le dire, ils vont me prendre pour qui? Enfin, ils vont trouver ça bizarre parce que parfois je ne sais pas comment les idées viennent. Et maintenant, maintenant je ne sais toujours pas comment ça vient, mais en tout cas je sais que c'est bien quoi. Enfin, en tout cas que et puis je le vois, voilà, il y a des clients qui sont contents, il y a des campagnes qui sont sympas. Alors je suis pas un génie, mais voilà, je sens bien que ce truc-là qui m'a paru un peu lourd à porter parfois ou un peu handicapant ou qui me mettait en marge. Voilà. En tout cas, là, professionnellement, j'ai l'impression d'avoir trouvé, je sais pas si c'est ma place, mais en tout cas une place qui me correspond mieux, quoi. Ce qui fait écho dans ce que tu dis, c'est que j'ai toujours eu la sensation que par l'écriture, la peinture, ou en l'occurrence les créations sonores, c'est comme si c'était des traducteurs pour exprimer la précision de ce que je ressentais. Ça te Mm. parle? Ouais, bah moi, quand j'ai ouvert mon blog il y avait 10-15 ans, là, je ne savais pas trop quoi en faire. Donc, je suis passionné de musique, donc je me suis dit, tiens, je vais écrire sur la musique. Mais en fait, quand je relis les textes que j'écris sur la musique, je parle de moi et de ma relation avec la musique, mais finalement, je parle, alors ça donne un style particulier, je parle très très peu de la musique elle-même, je suis pas du tout technicien, je suis incapable de chroniquer techniquement un disque, mais en fait, c'était une façon pour moi de parler de ma vie, de parler de tout ce qu'on vient de se dire, des trucs qui sont dans ma tête depuis des années, des choses que je disais pas aux gens, sur mes relations amoureuses, amicales, voilà, et placé dans un texte comme ça, un peu billet d'humeur, mais qui parlait quand même de musique, bah ouais, c'était une façon d'expulser tout ça. J'ai fait à l'époque, il y avait j'ai rencontré, alors, en plus j'ai rencontré plein de gens, et là pour le coup sur lequel on était des gens avec qui j'étais sur la même longueur d'onde, puisqu'on avait des passions communes et des terrains d'entente. J'ai fait des chroniques audio aussi, donc ça me parle quand tu parles de podcast. C'est cool ce que j'ai fait. Je n'avais jamais fait ça de ma vie, mais un jour un type me dit bah tiens, tu veux pas venir, je fais une émission de radio, tes chroniques écrites là, faudrait que tu les dises, quoi, tu les enregistres. Et je me suis retrouvé à faire de l'habillage sonore, enfin, à bricoler des trucs chez moi, etc. Et d'un seul coup, ouais, je dis, c'est comme une génération spontanée voilà, d'envie, alors, il y a des trucs qui sont restés, il y en a qui sont pas restés, mais ça me permettait très très clairement de sortir tout ce qui n'était pas sorti pendant des années. Et d'ailleurs, je le vois bien, puisque les premières années du blog et de ces histoires-là, une nouvelle fois, c'était de façon compulsive. J'étais capable d'écrire 2 textes pour mon blog par jour ou par soir, où je pouvais ne pas m'arrêter, quoi. Ça s'est beaucoup beaucoup calmé depuis, mais je sentais qu'il y avait, enfin, avec le recul, je me l'impression qu'il y avait besoin d'expulser plein de choses, quoi. Enfin, d'exprimer plein de choses. Quand tu as su pour le diagnostic, est-ce qu'il y a des outils ou des choses que tu as mis en place très très rapidement pour canaliser toute cette énergie? Alors non, enfin non et oui. D'un point de vue tout ce qui est organisationnel, avant de savoir, de toute façon, j'avais déjà tout essayé, les worklists, les post-it, les listes. Je faisais des listes de listes. Les jours où ça allait pas, je faisais même des listes et je mettais en tête de liste, je mettais les trucs que j'avais déjà fait pour pouvoir les barrer après. Donc tu vois, c'est en fait des trucs que j'avais déjà fait, mais je les mettais quand même sur ma liste. Comme ça, je les barrais, parce que sinon je me retrouvais avec une liste où je barrais rien à la fin de la journée. Bon, j'ai fini par mais des trucs complètement, voilà, complètement. Je me dis, mais t'es complètement taré, mon pauvre. Et en fait, bon, avec ne le sachant pas pendant des années, j'ai appris à m'organiser parce que quand j'étais plutôt commercial, chef de projet ou directeur de clientèle, de toute façon, j'avais pas le choix. Il y avait des plannings, il y avait des méthodes, même si je procrastinais déjà et que je me mettais un peu au dernier moment, il y a des trucs que je pouvais pas faire au dernier moment quand il fallait faire travailler les autres, quand il fallait demander des choses, il fallait anticiper. Donc ça, enfin, ça s'est mis en place, même si c'est pas très naturel, ça s'est mis en place quand même naturellement. Et donc, l'avantage, c'est que maintenant que je suis tout seul, je m'organise un peu comme je veux, quoi. Et si j'attends le dernier moment, enfin, voilà, à partir du moment où je délivre ce que j'ai à délivrer et que le client reçoit son texte ou son script quand il l'attendait et que c'est bien. Bon, voilà. Donc ça, j'ai appris à vivre avec avant. En tout cas, depuis que je le fais, j'ai beaucoup moins de culpabilité sur la procrastination parce que je sais que c'est pas de la paresse, que je suis pas un gros feignant, mais qu'en fait, entre le moment où je prends un brief, par exemple, et le moment où je vais le rendre, parfois il va s'écouler 4-5 jours où j'ai l'impression que je fais rien, et donc en fait ça mouline dans ma tête, je réfléchis, et au moment où je m'y mets, bah ça me prend pas longtemps en fait, puisque ça a déjà été lancé. Donc j'ai pas vraiment d'outils. Ceci étant, j'ai quand même testé la
médicamentation, Ok. oui, donc sous Ritaline. Alors pas tous les jours, pas voilà, mais on a trouvé un dosage tout à fait bien. J'ai eu absolument aucun effet secondaire. Et ça, c'est quand même parfois un gros coup de pouce pour m'y mettre, notamment le matin. En fait, moi, j'en retire deux bénéfices. Parce que c'est vrai que moi, dans mes gros handicaps, c'était de m'y mettre le matin. Alors d'autant plus quand tu es tout seul chez toi, où tu as plein d'autres trucs à faire, un Mieux. café, une série, aller faire un tour dehors, des courses ou je sais pas quoi. C'est quand on vient même à préférer faire, je sais pas quoi, moi, laver du linge plutôt que de faire ton boulot ou aller faire du rangement, tu vois. Bon, je pense que ça parlera à pas mal de gens qui vivent avec ces soucis-là. Mais bon, voilà, la Ritaline m'aide quand même à m'y mettre. Ça m'aide aussi social, je sais pas si c'est socialement ou sociablement. Euh, Ça m'aide quand même à assumer des soirées ou des dîners ou des rencontres, notamment en fin de journée. Je pourrais vraisemblablement pas toujours assumer si je prenais pas la Ritaline. Ça fait un peu drogué quand on dit ça, mais voilà, ça me permet de me lasser moins vite quand même. Enfin, en tout cas, c'est fait pour ça, hein. C'est fait pour réguler les problèmes de neurotransmission qu'on a, enfin, qu'on n'a pas, ou de trucs qui fonctionnent pas. Donc, ça permet, j'allais dire, d'être normal, c'est pas le cas, mais enfin, en tout cas, d'être typique. Voilà. Donc, c'est pas un outil, mais c'est quand même une vraie béquille pour un certain nombre de situations. Après, voilà, moi, ça m'a jamais fait trop peur. À partir du moment où tu arrives à trouver ton équilibre, que c'est pas un truc, il n'y a pas d'accoutumance, il y a pas de, moi j'ai pas d'effet secondaire, je peux tout à fait m'en passer aussi, c'est pas, donc des outils pas vraiment, mais le fait d'avoir compris ce qu'il y avait derrière, ça m'a permis de comprendre moi la façon dont ça m'a permis de comprendre toutes les stratégies que j'avais mis en place soit pour compenser, soit pour faire enfin pour arriver à m'en sortir. Et donc en fait, je suis l'impression que les outils ils avaient déjà été mis en place un peu au prix d'une grosse fatigue, mais ils avaient été mis en place quoi. Là où ça a vraiment été, alors le soulagement de savoir et de comprendre. Et puis il y avait quand même un truc au niveau de la culpabilité Ouais. de pas se sentir, d'avoir l'impression de pas faire les choses bien, d'être à côté de la plaque, de pas faire sa part dans le collectif, de pas voilà, de pas penser aux autres, d'être égoïste, voilà. J'ai dit tout un tas de trucs qu'on fait pas quoi, parce qu'on n'y pense pas, parce que ça fait partie du trouble et que j'ai beau voir un truc qui est marqué sous mes yeux que je dois faire, j'ai un post-it en face de moi, là, au bout de 2 jours je le vois plus et si je l'ai pas fait tout de suite, voilà. Mais donc avant ça me rendait pas malade, mais ça me gênait, et notamment vis-à-vis des gens avec qui on vit, des gens avec qui on travaille, parce que on parle de la souffrance du TDAH, mais ceux qui vivent avec aussi, c'est pas tous les jours facile. Mais le diagnostic, moi en tout cas, m'a déculpabilisé beaucoup. C'est pas forcément pour le bien de tout le monde, parce que de temps en temps, ça me permet de lâcher encore un peu plus dans des trucs en me disant, bah attends, c'est pas grave, t'as pas envie de le faire, c'est pas non plus la fin du monde, ou ça peut tout à fait attendre demain, donc c'est vraiment pas grave. Ça, ouais, ça a quand même été un soulagement et un poids en moins, quoi. Même si j'ai toujours le cerveau qui bouillonne, j'ai toujours pas envie de faire des trucs, j'ai pas envie de faire d'efforts, donc ça reste fatigant parce que ça continue dans la tête, c'est un vacarme permanent, quoi. C'est quand tu es avec des gens, que tu disais, quand il y a plus de deux personnes, moi j'écoute toutes les conversations à droite, enfin je les écoute pas, mais je les entends, quoi. Donc je peux à la fois converser avec les gens, surtout si on est sur une conversation genre pluie et beau temps, je peux à la fois répondre à des questions là où je suis et en même temps suivre ce qui se passe à côté. Et, voilà. Et maintenant je comprends pourquoi de temps en temps, quand on parlait et que la personne prenait des digressions infernales pour en arriver au but, quand c'était des gens suffisamment proches, je me disais, mais attends, mais tu veux me dire quoi, quoi? Parce que tu veux en venir où, quoi? Ok, c'est très intéressant, mais me raconte pas ta vie, quoi. Voilà, dis-moi clairement là où on veut aller. Donc, maintenant que tu sais ça, bah, si tu es avec une personne à qui tu veux faire attention, bah, tu fais gaffe, tu dis, ok, je peux peut-être supporter quand même encore 2 minutes d'explication. Si tu es avec quelqu'un, à la limite, dont t'as rien à foutre, bon, bah, tu passes à autre chose, mais en tout cas, ça permet enfin, de comprendre les mécanismes qui sont derrière tout ça. Je trouve que ça permet quand même de mieux vivre avec, parce que ouais, de temps en temps, c'est de toute façon vivre avec les autres, c'est de toute façon faire des efforts, même quand t'as pas un TDAH. Alors, c'est ça où c'est compliqué pour nous, c'est qu'avec un TDAH, c'est multiplié par 1000, quoi. C'est-à-dire que les efforts
que tout le monde, enfin, les gens ont l'impression de faire des efforts tout le temps, mais ils se rendent pas compte quand nous, on a un cerveau comme le nôtre, c'est multiplié, enfin, c'est puissance 10 000, quoi. Les efforts que eux ont fait, nous, ils sont éreintants, quoi. Et parfois, on peut pas les faire, quoi. Enfin, moi, parfois, je peux pas, quoi. C'est pour ça que je suis obligé de me lever, d'aller faire autre chose, parce que je peux pas, physiquement, je peux pas rester et continuer à faire semblant, quoi. Hashtag TDH. Une question avec une contrainte, Mathieu. Mm. Est-ce que tu peux me dire en une phrase un conseil que tu donnerais aux gens qui sont TDAH? En une phrase. Essaye d'être synthétique. Regarde, là, ça processe. Regarde-le. Non, mais ils le savent ou ils le savent pas? Ils le Enfin, savent pas. Ah, ils le savent. ah, Allez, ils le savent parce que et ils moi, galèrent. le conseil, c'est faites-vous diagnostiquer s'ils le sont pas. Enfin, c'est clair, il faut aller chercher le diagnostic, quoi. Et après, alors, un seul conseil, moi, ça m'a traversé l'esprit, mais c'est ne pensez pas à ce qu'aurait pu être votre vie si vous l'aviez su avant, quoi. Avancez avec votre diagnostic, quoi. Alors, d'autant plus quand on est âgé comme moi pour l'avoir, parce que quand je suis sorti de chez la psy, je me suis quand même dit, putain, mais putain, le nombre, enfin, comment ça aurait pu être différent s'il avait su ça avant, quoi. Et j'ai mis ça dans une poubelle tout de suite, et voilà. Donc, voilà, faut se faire diagnostiquer, deux, faut accepter le diagnostic, et après, ouais, tu vois, j'arrive pas à faire court, parce que j'ai encore un autre truc, Ouais. c'est aller lire et écouter les témoignages, quoi. Je pense que c'est essentiel, ce que tu fais là avec ton podcast, c'est essentiel, parce qu'en fait, on se sent moins seul. Et rien que le fait d'entendre des gens qui disent, mais oh là là, j'ai l'impression d'être complètement débile, j'arrive pas à faire ça, ou j'ai l'impression d'être un être odieux, je coupe ma femme toutes les 2 minutes, en fait, on s'aperçoit que c'est le quotidien de tout un tas de gens, et ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul. C'était une phrase très très longue. Ah oui, Un mot de la fin, Mathieu. Comment tu te sens? très bien. Bah, merci pour ce que tu fais, parce que vraiment, je reviens là-dessus. Je pense que les témoignages, ça fait partie c'est plus que les outils qu'on va voir, enfin, vraiment, ça fait partie d'un travail de mieux-être, notamment quand on a eu le diagnostic, de savoir que c'est pas un truc à part, qu'on n'est pas seul, et voilà, de savoir que des gens qui n'ont pas ton âge, qui n'ont pas ton sexe, qui viennent pas du même milieu que toi, qui n'ont pas du tout le même travail, ça, ressentent les mêmes émotions, la même fatigue, les mêmes trucs bizarres qui leur traversent la tête, alors que on est parfois à l'opposé complètement, ça fait beaucoup de bien.